Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Interview politique dans Europe 1 Soir, députée Europe Écologie, sortante de Paris, candidate Nouveau Front Populaire à sa réélection. Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous dites qu'en renvoyant dos à dos le RN et le Nouveau Front Populaire au rang d'extrême et susceptible de provoquer une guerre civile, Emmanuel Macron a fait preuve d'inconscience politique. C'est ce que vous avez dit ce matin. Est-ce que selon vous, le RN serait plus susceptible de provoquer une guerre civile que le Nouveau Front Populaire? Quand on voit des personnes qui ont rejoint ce Nouveau Front Populaire, je pense au NPA ou encore Raphaël Arnaud de la Jeune Garde. Non, mais je pense surtout qu'il n'y aura pas de guerre civile en fait, et que c'est l'argument récurrent d'Emmanuel Macron. Donc il y avait la guerre aux portes de l'Europe, il y avait la guerre, c'est vrai, il y a la guerre en Ukraine, etc. Mais à chaque fois, il utilise ce terme de guerre comme un argument politique. Là, on est dans une démocratie, et je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas tout à fait saisi la lettre de la démocratie, l'esprit de la démocratie. L'esprit de la démocratie, c'est qu'il y ait des camps qui s'affrontent et que le peuple tranche, et tranche dans un sens ou dans un autre. Et en fait, là, on a l'impression qu'une partie de l'explication de cette dissolution surprise le soir des européennes est liée au fait que le camp présidentiel s'est effondré dans ces élections. Et en fait, Emmanuel Macron, je pense, a un souci avec le fait de perdre. Or, la démocratie est quand même faite pour précisément arbitrer voilà, et soutenir des forces politiques ou des autres. Donc il n'y aura pas de guerre civile, et je voudrais vraiment, là-dessus il faut calmer les esprits, parce que c'est absolument scandaleux de poser ça. Il n'a pas raison de s'inquiéter quand il voit des membres de la Jeune Garde, en l'occurrence Raphaël Arnaud, qui accessoirement a dit à Alice Cordier, une militante féministe, qui va lui coller une balle dans la tête, qu'il va y avoir une guerre civile. Non, je pense qu'il a tort, et que par ailleurs, on pourrait regarder aussi ce qu'ont fait des députés RN sortants, notamment Monsieur Bocaletti, qui a été condamné à de la prison avec sursis pour violence, et que donc non, en fait, on va pas se renvoyer les anathèmes comme ça. Parce que finalement, vous renvoyez aussi l'exemple du RN. Mais là, on va pas se renvoyer les anathèmes comme ça. C'est-à-dire que là, on a une liste de députés qui partout en France portent les valeurs du Front populaire, et que ces valeurs sont des valeurs profondément non violentes. Par contre, de transformation de la société, d'impact social, d'impact écologique, et surtout d'une prise en compte de la vie des personnes là où elles se situent. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont en ruralité, qui n'ont plus de services publics, qui ont des emplois précaires, etc., eh bien, nous proposons des solutions. C'est cela, en fait, le Front populaire. Et dans nos valeurs, fondamentalement fondatrices, il y a le fait qu'il y ait la non-violence. Je vais être insistant, mais c'est la dernière fois. Vous seriez passé d'un Raphaël Arnaud dans les rangs du Nouveau Front Populaire, Sandrine Rousseau? Je ne me passe de personne, et les candidats du Front Populaire sont des candidats qui représentent toutes les tendances de la gauche, et encore une fois, il y a une charte de valeurs, il y a ce que nous prônons, et il y aura des sanctions s'il y a des débordements. J'imagine, oui. Enfin, là-dessus, j'ai pas vous pas imaginez, vous le mais savez. non, mais oui, mais bien sûr. Enfin, là, pardon, mais moi, je suis quand même un peu étonnée du fait qu'on ne regarde jamais les accusations qui sont dans l'autre camp. Donc, nous nous engageons sur le fait qu'il n'y aura pas ni de guerre civile, ni de violence. Vous parlez vous-même de l'autre camp. Vous dites dans un tweet aujourd'hui, pour l'extrême droite, Par un contre, étranger... il y aura de la résistance, ça je le dis. Qu'est-ce que ça veut dire, la résistance? Il y aura de la résistance, il n'y aura pas de violence. Mais par exemple, c'est quoi la différence entre la résistance et la violence? La résistance, c'est par exemple quand je lis les tribunes de certaines personnes qui sont engagées dans l'éducation nationale, qui sont engagées dans l'administration territoriale, et qui disent, moi je n'accepterai pas d'appliquer des programmes qui ne sont pas républicains. Sur l'éducation, par exemple. Qui ne sont pas républicains. Donc oui, ça par contre, nous résisterons. On entend bien. Vous dites aujourd'hui, pour l'extrême droite, un étranger sera toujours suspect de quelque chose. Hashtag la base, hashtag binationaux. Dans quel sens vous dites ça? Quand j'entends le programme du RN qui dit que les binationaux ne pourront pas avoir accès à des postes stratégiques, je dis qu'en fait, c'est le caractère binational qui génère la suspicion. Et en fait, le Rassemblement national a un programme qui met la suspicion sur toute personne qui est soit étrangère, soit d'origine étrangère. Moi, je constate que
un Français sur 3 en France a un grand-parent qui est de nationalité étrangère. Et Monsieur en fait, Bardella aussi, absolument, et c'est la raison pour laquelle je m'inquiète vraiment de ce programme qui met à la marge de la société française des personnes qui sont là souvent d'ailleurs pour travailler et qui écrivent aussi l'histoire de la France. Parce que l'histoire de la France, ça n'est pas une histoire monolithique. L'histoire de la France, c'est des vagues d'immigration et de personnes qui, par leur travail, par leurs enfants, par la participation au bien commun, se sont intégrés. Et je trouve que ce qui se passe actuellement de la libération d'une parole raciste que l'on constate, y compris dans Paris, devient extrêmement inquiétante. Oui. Est-ce que vous savez que c'est dans des cas extrêmes, dans beaucoup de professions, par exemple la cyber, c'est déjà le cas aux États-Unis, c'est le cas également des professions sensibles, les personnes ne s'en offusquent. C'est assez résiduel, même si ce terme a été galvaudé dernièrement. En l'occurrence, là, c'est vraiment sur des cas très très précis. Et ça répond à quel problème ? Mais ça répond à quel problème en fait ? Mais ça répond à quel problème le fait que là, on a l'impression en vous entendant, on a l'impression que tous les binationaux de France ne pourront pas travailler. Non, mais il y a pas eu de problème d'un binational qui a trahi la France. En fait, ça n'existe pas. Donc toutes les personnes qui sont sur des postes stratégiques ont une vérification par la DGSI qui est faite de manière systématique. Le caractère binational ou pas binational ne doit pas entrer en ligne de compte. Est-ce que vous suivez Marine Tondelier dans la proposition de faire des triangulaires où le RN a des chances de gagner ? Je suis Marine Tondelier dans le fait qu'il y ait des désistements quand il y a des triangulaires pour limiter au maximum le nombre de députés RN dans cette Assemblée nationale. Et non seulement je vous le dis à ce micro, mais je l'assume absolument. Manon Aubry, ce matin, dit en substance à Renaissance, faites comme nous. Vous aussi, vous dites au Bloc Central, faites comme nous. Si, dans le cadre de triangulaire, vous devriez laisser votre place à un candidat. Absolument. Je pense qu'il y a cette notion de barrage républicain que nous devons mettre en place, oui. Vous avez co-signé avec 199 autres personnalités une tribune dans Le Monde aujourd'hui pour justement faire barrage à l'extrême droite. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez lu la tribune de Dominique Strauss-Kahn qui dit qu'après tout, il avait voté Chirac en 2002 en se bouchant le nez. Est-ce que vous acceptez le fait qu'aujourd'hui, ou en tout cas dimanche prochain, il y a des gens qui vont voter en se bouchant le nez? D'ailleurs, c'est plutôt le 7 juillet. Pour nous ? Pour vous, pour le nouveau Front Populaire. Mais moi, vous votez en vous bouchant le nez ou en mettant une main dans une poche, peu importe. Du moment que vous votiez. Du moment que vous votiez, oui. Ouais. Donc le vote n'est pas sincère, mais l'important, c'est qu'on vote pour vous. Je ne sais pas ce que c'est que la sincérité du vote, si ce n'est la garantie institutionnelle du fait que les personnes votent librement. Eh bien, les personnes votent librement et qu'elles votent dans l'état d'esprit qu'elles le souhaitent du moment qu'elles votent. En fait. Jean-Luc Mélenchon a changé d'avis en quelques jours. D'abord, il était prêt à gouverner, puis hier, devant Caroline Roux sur France 2, il a dit qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être Premier ministre en cas de victoire du nouveau Front Populaire. Il n'a cité que des personnalités de LFI. Est-ce que ça vous choque ? C'est normal, c'est le président, c'est le président d'honneur, je ne sais pas quelle est sa position d'ailleurs exactement, mais dans LFI. Donc évidemment qu'il cite des noms de LFI, ça fait partie du rôle politique. Je crois que Marine Le Pen ne cite que des gens du RN, alors qu'elle pourrait très bien parler par exemple de cette partie de LR et notamment d'Éric Ciotti qui ont à lui à franchir le Rubicon. Donc en fait, c'est le jeu politique, on choisit, on pousse des noms dans les formations politiques qui sont les nôtres. Je vous trouve d'une résilience absolument admirable, Sandrine Rousseau, parce que vous êtes dans un nouveau Front Populaire. J'ai évoqué Raphaël Arnaud. Bon, vous n'avez pas parlé de Raphaël Arnaud. Là, je vous parle de Jean-Luc Mélenchon qui tire la couette de son côté, si j'ose dire. Et puis, finalement, il y a dans ces propositions de Premier ministre, d'ailleurs, et c'est une question qui vous tient à cœur, il n'y a aucune femme. Est-ce que vous êtes prête à suivre Jean-Luc Mélenchon jusqu'au bout dans ces propositions où finalement il y aura quelqu'un de LFI qui dirigera ce nouveau Front Populaire? Ça, je sais que c'est la menace et la peur que vous agitez. Moi, j'agite rien du tout. J'interroge. Pour l'instant, il n'y a pas de nom qui est sorti, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont auto-déclarés candidats. Eh bien oui, ça n'est pas une surprise que ce soit davantage des hommes que des femmes. Je vais vous dire, ça participe même de la socialisation et du caractère de chacun et des dominations structurelles dans la société. C'est-à-dire que oui, les hommes ont tendance à se penser tout à fait capables et tout à fait volontaires et ils vont franchement comme ça la fleur au fusil. Les femmes sont plus modestes dans leur rapport au pouvoir. Eh bien, il y aura des propositions de noms de femmes aussi. Et en fait, le nom que nous proposerons sera un nom consensuel et nous
attendons le premier tour pour voir quelles seront les forces à l'intérieur du Front populaire. Et non, nous ne sommes pas dans une espèce, parce que j'ai l'impression on n'est pas dans des fois... un suivisme. Non, mais surtout, j'ai l'impression que vous avez... Moi, j'agite rien du tout, j'essaie de comprendre. Non, mais j'ai l'impression que vous nous pensez capable de suivre aveuglément un leader. Alors, je vais vous dire, moi... Et en plus, me poser la question à moi, c'est vraiment pas dans mon caractère, ni dans ma construction politique. Je vous ai interrogé depuis de nombreuses années, c'est pour ça que ça je vous le dis, non, je ne suivrai aucun leader et je pense par ailleurs qu'il n'y a pas d'homme politique providentiel et ça vaut pour tous les camps politiques. D'hommes ou de femmes providentielles. On va en parler. 19h27, on fait un petit tour par le foot. Vous êtes là jusqu'à 19h40, Sandrine Rousseau, pour répondre aux questions d'Europe 1. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Sandrine Rousseau dans Europe 1 Soir. On en était resté à la désignation, si j'ose dire, ou en tout cas à la façon dont on va désigner dans le nouveau Front populaire le premier ou la première ministre. Est-ce qu'on a un plan d'action, un mode d'emploi? On était un peu resté là-dessus, Sandrine Rousseau. Oui, on a un mode d'emploi. On se réunira dès le 8 juillet pour trouver et faire sortir le nom qui sera consensuel au sein du Front populaire. Et par ailleurs, je rappelle quand même que c'est le président de la République qui appelle un premier ou une première ministre et que je suis Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de noms? Pourquoi est-ce qu'on avance des noms dans ce cas-là? Parce que Marine Tondelier a dit ça sera pas Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann a dit ça sera Laurent Berger. Berger a dit moi je suis pas disponible. C'est assez incompréhensible tout ça. Parce que le Rassemblement national met ce nom de Bardella et d'ailleurs, lui-même n'est pas complètement sûr de vouloir le faire, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que s'il y avait une majorité relative, il a annoncé qu'il n'était pas favorable à le faire. Donc en fait, tout cela est une vaste farce. Et donc attendons, parce que là, moi, surtout, ces débats sur le nom me semblent être une manière de mettre la charrue avant les bœufs. Nous devons d'abord regarder ce qui se passe ce dimanche, puis le dimanche en 8, c'est-à-dire le 7 juillet. Et ensuite, nous verrons comment nous allons désigner les personnes. Mais en l'occurrence, là, moi, je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent que une des choses qui, moi, m'a toujours énervée en politique, c'était cette idée de mettre, de griller des étapes, de penser dans une forme de stratégie, l'étape d'après. Et je pense que c'est ce qui participe aussi du fait que les Français et Françaises se détournent de la politique. Donc, je voudrais vous dire, chaque voix compte aujourd'hui. Chaque voix compte. Et nous allons avoir besoin de vos voix sur le Front populaire parce qu'il y a des circonscriptions qui vont être des circonscriptions déterminantes pour faire la bascule. Et donc, en fonction de votre mobilisation, nous agirons le 30 et le 7. Gabriel Attal a dit que quoi qu'il en soit, le président de la République resterait à l'Élysée. Marine Le Pen, elle souhaite une démission au plus vite d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous aussi, vous souhaitez, dans le temps qui arrive, le temps politique, une démission d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'une cohabitation est possible selon vous avec celui que vous critiquez sans cesse? La Ve République prévoit les modalités d'une cohabitation possible. Est-ce que Emmanuel Macron souhaitera cette cohabitation? C'est à lui de répondre à cette question. Mais en tous les cas, les statuts de la Ve République, la Constitution de la Ve République prévoit la possibilité d'une cohabitation. Et d'ailleurs, il y en a eu plusieurs. On se souvient de Jacques Chirac et de François Mitterrand. On se souvient... Mais vous n'êtes pas contre une cohabitation? Vous personnellement, vous pouvez avoir un avis, même s'il y a après des institutions qui décident quoi que ce soit. Ça fait partie des possibilités qui sont sur la table aujourd'hui. Je pense même que c'est la possibilité la plus probable. On se retrouve, Sandrine Rousseau, avec cette interruption, mais qui est d'importance pour la France et pour Kylian Mbappé qui est revenu. On en était à la cohabitation. Donc vous disiez que pour vous, personnellement, politiquement, une cohabitation avec Emmanuel Macron est possible? Bien sûr, ça fait partie de la Constitution et moi je respecte la lettre et l'esprit de la Constitution, de la démocratie et je pense d'ailleurs qu'elle a été bien abîmée dans les 7 années du mandat d'Emmanuel Macron, qu'il l'a brutalisée de mille et une manières et là je pense qu'il faut retrouver le sens, 49.3, les 49.3, les articles 40, les manières en fait de ne jamais accepter le vote de l'Assemblée nationale sur les votes les plus importants et donc je pense qu'il faut retrouver cet esprit de la Constitution et de la démocratie parce qu'en fait la démocratie, comme disait Churchill, est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres et que nous n'en avons pas d'autres. Nous n'en avons pas d'autres
Et par conséquent, je souhaite que nous trouvions les voies et moyens de travailler, y compris en cohabitation. Vous avez très justement dit que Jordan Bardella n'accepterait pas le rôle du Premier ministre s'il n'y avait pas de majorité absolue. Quel est le scénario pour le nouveau Front populaire si on vous appelle à gouverner, à être à Matignon, même s'il y a une majorité relative? Quel est le mot d'ordre pour le nouveau Front populaire? Je pense que nous proposerons un nom, mais encore une fois, tout se joue dimanche et dimanche en 8. Et vraiment, moi je voudrais respecter les électeurs et électrices parce que je sais qu'on a tendance un peu à leur marcher sur la tête et à penser l'étape d'après. Moi je voudrais respecter leur vote, respecter leur mobilisation et appeler vraiment partout en France, dans tous les coins, dans tous les coins de cette France, il y a vraiment une importance cruciale à aller mettre un bulletin Front populaire et je compte sur votre responsabilité. La France, ça n'est pas ni le rejet de l'autre, ni la xénophobie, ni le racisme, c'est au contraire une terre historiquement, ancestralement d'accueil et de mixité et c'est comme ça que nous avons fait la force de la France et vraiment nous avons besoin de poursuivre cette histoire. À ce sujet, vous avez dit ce matin encore qu'il n'y avait pas d'antisémitisme structurel au nouveau Front populaire. Est-ce que ça veut dire que pour vous, il y a un antisémitisme structurel au Rassemblement national? Je pense que dans les racines politiques du Rassemblement national, il y a en effet un antisémitisme structurel et d'ailleurs dans l'extrême droite d'une manière générale, on le voit dès qu'il s'agit par exemple de regarder le CV des députés. Je rappelle que il y a par exemple un monsieur Bocaletti qui est un député sortant qui a été réinvesti par le Rassemblement national, qui a ouvert une librairie négationniste et donc qui nie la Shoah, qui nie le génocide juif. Donc en fait là c'est pas seulement c'est vraiment on fait du profit même sur cela en vendant des livres là-dessus. Donc oui, je pense qu'il y a un antisémitisme structurel. Le fait qu'il ait été réinvesti en dit lourd. Et vous ne pensez pas qu'il y a un antisémitisme structurel en incluant des personnalités comme Rima Hassan dans le nouveau Front populaire? Non, je pense que dans le nouveau Front populaire, il y a cette volonté au contraire de lutter contre toutes les discriminations et que l'antisémitisme fait partie des discriminations vraiment non seulement ancestrale, puisque là ça fait quand même près de 2000 ans qu'on peut constater un antisémitisme pendant toute la campagne des Européennes. Sandrine Rousseau, ce qu'a dit Rima Hassan sur Twitter, dans ses discours. Oui, j'ai suivi tout ce qu'elle avait dit et elle a soutenu le peuple de Gaza dont ses parents sont issus. Elle a dit qu'Israël était une monstruosité. Un peuple, oui, et en fait, je pense qu'elle parlait du gouvernement israélien. Moi, je ne dis pas que Israël est une monstruosité. Je pense qu'Israël a le droit d'exister, et non seulement a le droit d'exister, mais que c'est une démocratie qui est importante. Et je soutiens une solution à 2 États qui aujourd'hui est une solution qui s'évapore tous les jours un peu plus, qui s'éloigne tous les jours un peu plus, tellement il y a un rapport de force inégal. Donc voilà, je veux la libération immédiate des otages. Je pense qu'il est très important de le reposer. Je pense aussi qu'il est très important que la communauté internationale se monte la voie pour que nous ayons une solution à 2 États. Et justement, pour parler de l'antisémitisme, et ça sera ma dernière question, ce crime odieux, ce viol de cette jeune fille de 12 ans, comment est-ce que vous avez vous-même réagi, Sandrine Rousseau? C'est également ça fait miroir à tous vos combats de toute votre vie. Bien sûr, c'est odieux, c'est inadmissible, c'est scandaleux, c'est immonde. Et je voudrais vraiment adresser tout mon soutien, non seulement à cet enfant, mais aussi à ses proches. Je suis allée au rassemblement de soutien qu'il y avait devant la mairie de Paris. Et voilà, je voudrais dire que jamais aucune agression sexuelle, aucun viol sur aucun corps de femme n'est tolérable et qu'il y a des circonstances aggravantes et que là, manifestement, il y en a. Et qu'il faut que la justice passe. Aggravante d'un autre enfant qui serait l'instigateur, ça c'est les informations qu'Europe 1 a, instigateur, c'est dramatique, un enfant de 12 ans qui récemment s'était tourné justement vers l'islam, vers l'islamisme radical. J'attends que la justice fasse son travail. Je rappelle quand même que les viols sont dans toutes les religions
et traverse la population. Là, il y a une circonstance aggravante d'antisémitisme et il faut le poser. Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée et d'avoir participé justement à ce match France-Pologne, en tout cas par intermittence. Dans un instant, nos débatteurs. Et puis je vous signale que Cyril Hanouna vous donne rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h pour On marche sur la tête. Il refait l'actualité avec ses chroniqueurs. C'est le nouveau rendez-vous que vous pouvez retrouver en replay et sur l'application Europe 1. Demain, Rachida Dati et Jordan Bardella seront les invités de Cyril. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. L'actualité décryptée et expliquée avec Jacques Serret. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Europe 1. Bonsoir à Lou Fritel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Journaliste politique à Paris Match. Vous avez entendu Sandrine Rousseau, justement dans ce studio il y a quelques instants. Est-ce qu'elle a raison de dire qu'on ne parle pas assez du fond et pas assez des préoccupations des Français avant même nous autres d'aller en cavalcade, j'allais dire, sur le nom du Premier ministre, le fait de gouverner avec telle ou telle majorité, les associations entre les différentes coalitions, si jamais pour faire barrage à tel ou tel Jacques Serret. Est-ce que elle est dans sa logique, Pierre. Elle est dans sa logique de premier tour où tout ce que vous avancez là, toutes ces personnalités qui pour Matignon, tout ça, c'est source de division. À gauche, il y a cette gêne vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, gêne vis-à-vis de certaines candidatures insoumises pour les écologistes et les socialistes. On parle là de candidatures insoumises. Donc là, dans cette logique du moment, il faut un peu mettre ça sous le tapis. On comprend la logique de Sandrine Rousseau qui veut absolument faire bloc face au Rassemblement national qui, faut-il le rappeler, dont les enquêtes d'opinion est toujours très largement en tête. Lou Fritel. C'est aussi les effets d'une campagne express. Donc déjà, il y a eu des investitures qui ont été données, qui n'auraient pas dû être données, mais parce que effectivement, il a fallu faire vite. Il y a que le Rassemblement national qui finalement a fait son plan Matignon et qui prépare ça depuis 2 ans. 2 ans, 22 ans, vous voulez dire. Oui, non, le plan Matignon date de septembre 2022. Évidemment, c'est une boutade, mais oui, bien sûr. Comme ils n'ont jamais été aux affaires, ils se disent à chaque fois que c'est la bonne. Non, mais qui prépare les investitures. Et c'est vrai que ça, c'était un point assez important quand même, et notamment dans ces négociations à gauche. Et paradoxalement, nous, on est très intéressés par l'histoire du Premier ministre, mais parce que nous sommes dans une campagne de Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, en 2022, avait dit « Élisez-moi Premier ministre ». Aujourd'hui, le RN assume de le reprendre à son compte avec Jordan Bardella, la majorité avec Gabriel Attal qui demande à ce que les Français le choisissent. Donc oui, nous forcément c'est quelque chose qu'on attend et en même temps ça n'a pas du tout été négocié ça n'a pas fait partie des négociations pendant l'Union populaire. Mais ce que ne peut pas dire Sandrine Rousseau, c'est que le fait est que c'est Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui est le potentiel favori pour Matignon au sein de la gauche, parce que c'est quand même ce sont les insoumis qui pèsent le plus au sein de ce nouveau front populaire. Donc, même si c'est pas eux qui ont fait le plus gros score aux européennes. Absolument pas, mais il y a toujours ce poids des insoumis, ils ont très bien négocié, et ce sont les insoumis qui pèsent le plus. Alors après, il faudra voir dimanche soir en termes de victoire pour où est-ce que au sein de cette gauche qui gagne le plus de circonscriptions. On verra si les lignes ont bougé. Toujours est-il qu'en termes de nombre d'investitures, ce sont les insoumis qui en ont obtenu le plus. C'est la question que je posais à Sandrine Rousseau. Est-ce que c'est pas humiliant de voir un Jean-Luc Mélenchon devant Caroline Roux dire si c'est pas moi qui serai Premier ministre, il y a encore plein de gens, il y a Manuel Bompard, il y a Mathilde Panot, et puis en fait il y a que des gens possibles Oui, là c'est vraiment la garde rapprochée de LFI. Mais oui. D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas une seule femme. Mais si, il avait cité Mathilde Panot, en l'occurrence. Moi, je pense que ça laisse augurer. En tout cas, si Sandrine Rousseau, ce soir, essaie de mettre ça de côté, peut-être vous allez la réinviter la semaine prochaine ou pas. Nous verrons bien. Ça dépend s'il y aura un match de foot ou pas. Mais je prends les paris que son discours sera totalement différent dès la semaine prochaine. Lou Fritel. C'est pas le moment de créer de la divergence. Là, l'idée, c'est d'abord avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est pas certain. Et après viendra le temps des divergences, à savoir qui prendra le poste de Premier ministre. Si jamais la gauche est nommée à Matignon, il n'est pas encore dit que ce soit ça. On parle de gouvernement technique. Ça peut être aussi une personnalité plus consensuelle, issue du centre.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit pas non. En fait, elle a dit, de toute façon, c'est le président qui va convoquer un Premier ministre, quel qu'il soit. Oui, et si on suit la logique du nouveau Front populaire, c'est tout sauf le Rassemblement national. Donc, si Emmanuel Macron dit OK, vous ne voulez pas de Jordan Bardella à Matignon en cas de majorité relative du RN, par exemple, mettons-nous d'accord. Et là, il peut lui avancer une personnalité de centre-gauche ou du centre qui fera consensus. Qui pourrait faire consensus, peut-être pas accepté par les insoumis, mais qui pourrait être accepté par des écologistes, des socialistes, par exemple. Est-ce que ce terme de guerre civile avancé par Emmanuel Macron a vraiment changé quelque chose dans la posture des politiques? Et on l'a encore vu dernièrement avec Sandrine Rousseau, là, qui était il y a quelques minutes. Est-ce que dans la posture du fait que de se dire que voilà, aujourd'hui, il s'est récolté les fruits de la colère de toutes les oppositions, Emmanuel Macron. Est-ce que c'était une façon de semer la zizanie pour que justement les oppositions soient déstabilisées, ou est-ce que finalement on continue la campagne comme si elle était et puis on n'en a que faire de ce que dit le président de la République? Je parle sous le contrôle de Jacques, mais il me semble que Emmanuel Macron est très influencé en tout cas, a été très, très marqué par les séries de Benzekri, donc Baron Noir et ensuite La Fièvre. Et c'est vrai que c'est un thème qu'on a senti très présent dans ces dernières prises de parole. Donc on est dans la tactique. On pourrait rappeler House of Cards aussi dans ce cas-là. Ou le catastrophisme. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression l'impression qu'il me fait, c'est qu'il est dans un catastrophisme constant. À chaque fois qu'il a pris la parole au cours des derniers mois, voire des dernières années, après le Covid, après la guerre en Ukraine, c'était toujours pour dramatiser la situation et d'une certaine façon, quel est l'œuf, quelle est la poule, mais soit épouser un nouveau clivage qui est en train de naître, qui est vraiment un clivage assez identitaire et qui a pu être montré par cette fièvre, soit au contraire le susciter. Les mots comptent, parce que guerre civile, je veux bien dire qu'il y aura peut-être un risque d'émeute, et certains disent qu'au lendemain de ce scrutin, il y aura de toute façon, quel que soit le résultat du scrutin, des émeutes. Mais de là à parler de guerre civile... Sur le terrain, il y a un truc que j'ai pu voir, notamment, j'ai suivi Louis Boyard, je suis sortie de mon giron il y a récemment. De LFI, et Louis Boyard. Et sur le terrain, donc à Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, etc., c'est vrai que les gens croisés disaient que c'était une question de survie, ce vote. Et c'est vrai. Est-ce que c'est dramatisé? Je sais pas. Dans tous les cas, il y a cette notion de guerre qui a sans doute été intériorisée par une partie de la population, pas une majorité, mais peut-être suffisamment pour que ça vire au drame. Ouais, c'est récurrent chez Emmanuel Macron, cette stratégie. Si on retourne 2 ans en arrière, souvenez-vous, juste avant les législatives de 2022, dans lesquelles il avait fait très peu campagne, il s'était rendu en Ukraine. Il avait pris la parole sur le tarmac de l'aéroport d'Orly avant de s'envoler. C'était pour placer cet enjeu de l'Ukraine, montrer la gravité du vote des élections législatives. Là, juste avant les européennes, pareil, le dossier ukrainien est complètement revenu sur le devant de la scène. Emmanuel Macron a fait la campagne des européennes là-dessus. Donc, entre guillemets, c'était la guerre à l'extérieur. Ça ne marche pas. Le fait est, le constat est, ça ne marche pas, ça ne convainc pas aujourd'hui. Maintenant, cet argument, c'est la guerre à l'intérieur, avec des mots forts, guerre civile, à voir si ça fonctionne. Mais pour l'instant, en effet, quand on voit la réaction de toutes les oppositions, c'est pas le cas.